Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'avant-dernière ronde du tournoi des candidats, la ronde 13, et ça a été une ronde vraiment décisive au niveau des résultats. Alors concernant les affrontements, il y avait la partie entre Wang Yao et Caruana où il n'y avait pas vraiment d'enjeu dans cette partie en particulier, plus aucun ne peut se qualifier, mais du coup Caruana a gagné avec les noirs, il a dominé Wang Yao sans trop de difficultés. Ensuite bien sûr il y avait la partie très importante entre Jan Nepomniachtchi et Maxime Vachier-Lagrave, le français. Et donc dans cette partie, Maxime devait tout donner pour tenter de battre Jan Nepomniachtchi et essayer de le rattraper au niveau du score et toujours avoir des chances de qualification. Et la partie était plutôt bien engagée, Maxime avait l'initiative tandis que Nepomniachtchi jouait très solide et assez passif et semblait assez nerveux à toujours aller jeter des coups d'œil à la partie de Giri qui justement était une partie également décisive parce que Anish Giri poursuivait Jan Nepomniachtchi de 1 demi-point et donc Nepomniachtchi ne voulait pas se faire rattraper par Giri si jamais celui-ci gagnait et donc il voulait aussi un petit peu savoir quel allait être le résultat de la partie d'Anish pour savoir si lui avait tout intérêt à faire nul ou bien tenter de gagner la partie, etc. Mais donc dans leur partie, Maxime, à un moment donné, a étonnamment proposé l'échange des pièces lourdes, de toutes les pièces lourdes. C'était vraiment forcé. Il a proposé l'échange d'une tour et dans la suite de coups, eh bien, les deux tours s'échangeaient, la dame également, et donc la partie arrivait dans une finale qui allait être totalement nulle et impossible de trouver quelques chances de gain. Du coup, Nepomniachtchi a sauté sur l'occasion de ces échanges et de cette nulle, d'autant plus qu'à ce moment-là, dans la partie entre Grichuk et Anish Giri était plutôt mal, voire très mal, et donc leur partie s'orientait sans doute vers le gain de Grichuk, et du coup Jan Nepomniachtchi n'avait plus aucun souci à se faire, il ne pourrait plus être rattrapé par Giri. Donc ça a fait match nul entre Nepomniachtchi et Maxime. Et donc dans la partie entre Grichuk et Giri, et bien effectivement Grichuk a gagné la partie. Giri a sans doute eu des problèmes dans cette partie de savoir pour quel résultat il jouait. Est-ce qu'il décidait de faire nul ou est-ce qu'il tentait tout pour gagner et dépasser Jan Nepomniachtchi. Et donc en étant un peu mitigé comme ça, eh bien ça l'a mené tout simplement à sa perte. Et du coup, face à ces résultats, eh bien une ronde avant la fin, on sait déjà que Jan Nepomniachtchi sera le gagnant du tournoi des candidats, même s'il perd lors de la dernière ronde, parce que s'il perd la dernière ronde, et imaginons que Giri gagne, eh bien Giri arriverait au même nombre de points de Nepomniachtchi, mais comme Giri a perdu contre Nepomniachtchi quand ils se sont affrontés, eh bien, au niveau du départage, ce serait tout de même Jan Nepomniachtchi qui serait premier et Giri deuxième. Donc bravo à Jan Nepomniachtchi, et donc on pourra le retrouver contre Carlsen à la fin de l'année, au mois de novembre. Et ce sera en réalité un match retour, un match revanche entre Nepomniachtchi et Carlsen, car à l'âge de 12 ans, ils s'étaient affrontés lors du championnat du monde jeune, et justement c'est Jan Nepomniachtchi qui avait remporté la première place de ce tournoi. Et enfin la dernière partie qui affrontait Kirill Aletsenko à Dinh Liren, eh bien Dinh Liren a eu des petites difficultés dans cette partie. Il a commencé à sacrifier un pion pour avoir du contre-jeu, ce qui était le cas, mais ensuite il a perdu d'autres pions et sa position commençait à se dégrader, était pas forcément très très bonne. Mais finalement, à la fin de la partie, il complique la position et Kirill Aletsenko commet une gaffe et du coup, Dinh Liren en profite et gagne cette partie. Et c'est justement cette partie, cette fin de partie qu'on va analyser ensemble, qu'on va regarder ensemble, parce que je l'ai déjà trouvée très intéressante d'un point de vue échiquien, avec toutes les combinaisons tactiques et le calcul, mais également très intéressante d'un point de vue psychologique et de l'attitude de Dinh Liren dans une telle position où il fait tout pour essayer de gagner. Du coup, je vous propose, on passe tout de suite à la position. Donc, Aletsenko a les blancs et Dinh Liren a les noirs. On peut remarquer que Dinh Liren a déjà un pion de moins, et en plus il va en perdre probablement un autre en A3 qui est très faible et qui est attaqué actuellement 2 fois. Alors ici il a joué un coup qui est très intéressant et auquel on a du mal à penser parfois, c'est pour ça que je trouvais ça très pédagogique et je voulais vous le montrer, c'est le coup H5. Alors H5, ça peut paraître bizarre comme ça de pousser des pions au niveau du roi, à chaque fois on dit faut pas toucher au pion du roi sinon ça va l'affaiblir.
Mais là en même temps si on pousse juste le pion H, bon le roi il est toujours bien protégé, il n'y a pas d'enchantment non plus qui l'attaque. Par contre, quel est l'intérêt de pousser ce pion? Eh bien, c'est tout simplement pour faire H4 et virer ce cavalier qui protège le roi. Alors, quel est l'intérêt? Eh bien, c'est déjà tout simplement pour que le fou de case noire puisse s'activer au maximum et donc contrôler cette case où actuellement le roi blanc peut fuir. Sans le cavalier, on contrôlerait cette case. Donc déjà, on voit qu'il y aurait des thèmes de mat du couloir auxquels le roi blanc devrait faire attention. Hein. Si une dame ou la tour noire arrive sur la première rangée, il pourrait y avoir des mats du couloir. Et puis aussi, eh bien, on enlève tout simplement le cavalier qui défend le roi, on va mettre un peu plus de pression sur le pion G2 aussi, et ce cavalier, il faut aussi qu'il trouve une bonne case où s'activer. Donc c'est un coup très intéressant, et on voit du coup que Din Liren ici, eh bien, il a un pion de moins, il sait qu'il va en perdre un autre, donc là, il cherche le combat, il cherche à arnaquer, il ne s'avoue pas vaincu, il n'abandonne pas, ça joue encore, il a encore des menaces, et donc il va essayer de chercher toutes les menaces possibles et toutes les petites arnaques pour essayer de gagner. Donc ici, Alexenko vient manger ce pion, il peut pas vraiment empêcher le pion noir d'aller en H4, donc il le laisse faire, c'est pas dramatique non plus, hein, ça vaut le coup d'avoir ce pion A3 en plus, ils vont avoir un pion passé en A. Donc les noirs continuent avec H4, et le cavalier recule en E2. Mais du coup, on voit que la position blanche est devenue un petit peu plus compliquée maintenant qu'il y a ce pion H. Les blancs doivent être vigilants des différentes tactiques. Justement, les noirs continuent à mettre la pression et à empêcher Alexenko de prendre l'initiative et de mener la partie. Là, c'est les noirs qui décident des coups qui sont joués, il force son adversaire à réagir. Et donc, ici, il joue fou F5 pour mettre de nouveau la pression sur D3, et donc il menace de manger ce pion. Donc les blancs doivent empêcher ça et ils trouvent un très bon coup qui est du coup cavalier D4. Le cavalier se replace, coupe l'attaque de la tour sur le pion, donc s'interpose, et menace de supprimer la paire de fous des noirs. Donc très très bon coup et les blancs sont très bien. Et donc là, Din Liren, il donne tout pour le tout, hein. C'est un peu un coup de poker, il fait all-in comme on dirait. Il joue fou E4. Alors fou E4, qui est un coup assez hallucinant, on a l'impression que ça donne une pièce en 1, alors c'est un peu plus compliqué, c'est qu'en fait après il espère pouvoir la récupérer avec des tactiques. Mais ça fonctionne plus ou moins bien selon si son adversaire défend correctement. Bon les blancs prennent, et du coup les noirs reprennent, et attaquent ce cavalier D4. Et c'est là on se rend compte qu'il y a déjà des petites tactiques auxquelles il faut faire attention. Le cavalier D4 ne peut pas partir, parce que s'il s'en va, je sais pas, imaginons, il se dit juste j'ai une pièce de plus, je m'en vais, je me protège et tout va bien. Eh bien, il y a ce fameux thème de mat du couloir, hein, le roi ne peut pas s'enfuir, et la pièce qui peut s'interposer, c'est seulement la dame qui ne sera pas protégée, donc les noirs vont manger la dame et il y aura mat. Donc ils doivent faire attention à ça. Donc c'est un peu l'idée d'In Liren, c'est maintenant il se dit je vais réussir à récupérer ce cavalier et mettre la pression. Mais en théorie, c'est pas censé fonctionner aussi bien, hein, parce que les blancs font tour D3, protège ce cavalier. Alors de nouveau, faut continuer à mettre la pression avec les noirs, donc vous pouvez toujours essayer de chercher par vous-même avant de regarder la réponse en vidéo. Faut continuer à mettre la pression, et bien on va toujours menacer de récupérer notre pièce en moins, et Din Liren continue avec fou E5. Attaque une troisième fois ce cavalier, menace de le manger, et il cloue le cavalier qui ne peut pas s'enfuir parce qu'il y a la dame derrière, et il y a également la tour. Et c'est là du coup où il y a deux défenses envisageables avec les blancs. Il faut protéger ce cavalier pour pas le perdre, et donc on envisage soit fou C5 pour protéger le cavalier, soit fou B2. Et là vous pouvez vous amuser à essayer de chercher quel est le bon coup. Ici il y a un bon coup pour les blancs et une gaffe. Et Alexenko a joué le coup qui perd et qui l'emmène dans une position très compliquée. Alors c'est complexe pour essayer de trouver et de comprendre toutes les subtilités. Ça demande pas mal de calculs. Vous pouvez quand même essayer de trouver, au moins vous poser les questions, c'est un bon entraînement, même si on trouve pas les solutions, c'est toujours des bons entraînements, essayez de trouver. Donc le mettez en pause, et nous on regarde ça tout de suite pour répondre à toutes vos questions que vous vous êtes posées du coup. Alors, ici, il fallait jouer fou B2, et pas fou C5. Parce que déjà, pour faire court, il faut comprendre qu'en fait, y a toujours des thèmes de mat du couloir, et donc fou C5, hein, ce qui a été joué, c'est l'idée d'In Liren, c'est faire tour B8, et on va menacer mat du couloir, et on verra tout à l'heure du coup que c'est très difficile pour les blancs de défendre ça.
On verra ça pour terminer. On va essayer de comprendre quand même pourquoi fou B2 est une bonne défense, parce que beaucoup d'entre vous ont dû penser comme à Alexenko en se disant fou B2 ça ne va pas, parce que du coup le cavalier blanc est toujours cloué, et les noirs peuvent jouer C5 pour attaquer la pièce clouée, classique. Et donc c'est pour ça on comprend qu'Alexenko ait joué fou C5 pour empêcher un nouvel attaquant d'arriver. Mais en fait, ici, les blancs avaient moyen de se défendre. C5 ne fonctionne pas très bien, mais il fallait le voir. C'était pas simple. Ici, il faut se dire qu'en fait, le cavalier n'est pas réellement cloué. Il peut aller en F3. Alors, pourquoi parce qu'on a l'impression que les blancs perdent la dame pour rien. Mais en fait, si les noirs prennent la dame, eh bien, il faut calculer un peu plus loin. On voit qu'il y a tour prend tour, échec. Les blancs prennent la tour. Le roi est obligé d'aller en H7. Et hop, les blancs vont récupérer la dame en faisant échec, fourchette. Et ils vont donc récupérer la dame et avoir une tour en plus. Hein. Les blancs vont récupérer le fou, imaginons, voilà. Eh bien, on prend la dame, ils prennent notre fou, mais on a du coup une tour en plus avec les blancs, c'est archi gagnant. Mais voilà, ça demandait de voir ça et calculer, ce qui n'était pas évident. Fallait penser à cette petite fourchette. Alors on peut voir que ça gagne peu importe ce que font les noirs ici, parce que sur cavalier F3, alors on pourrait se dire ok, faut peut-être pas être trop gourmand, peut-être pas aller chercher la dame. Peut-être qu'on peut aller manger à tour et essayer de, du coup d'avoir une qualité de plus. Mais en fait le problème c'est que si on mange à tour, eh bien on perd le fou E5, il y a dame prend E5. Et en plus, menace de mat en G7, donc ça complique en plus les choses, il va falloir revenir en défense. Donc ça c'est sur dame prend, et si on fait tour prend, eh bien c'est plus ou moins la même chose, hein. De nouveau, dame prend E5, mange le fou, on est protégé, on menace mat, on attaque la dame, donc les noirs sont obligés d'échanger les dames, et cette position est bien avantageuse pour les blancs. On a les deux pièces mineures contre la tour, un pion qui est passé, le pion H4 qui est attaqué. Ça, à leur niveau, ils savent le gagner. Donc, du coup, on voit que les blancs sont gagnants, peu importe les variantes. Mais voilà, il fallait voir que, du coup, quand on fait fou B2, on n'a pas peur que les noirs fassent C5. On peut faire le magnifique coup cavalier F3. On n'est pas vraiment cloué. Parce que après, comme on a vu, surprise de la dame, on va nous aussi récupérer la dame. Et du coup, être gagnant avec des pièces en plus. Donc du coup une belle combinaison, mais du coup Alexenko n'a pas vu cela, ou du moins pensait peut-être que fou C5 tenait, il a peut-être pas réalisé que c'était une gaffe. Alors pourquoi c'est une gaffe? C'est bien parce qu'on voit que du coup il y a tour B8 et la tour menace d'aller en B1, ce qui n'aurait pas été le cas si le fou était en B2, la colonne aurait été momentanément fermée. Il y a cette menace de tour B1 avec les mates du couloir. Les blancs doivent parer cela et c'est très très compliqué de parer ça. S'ils font tour D1 pour essayer d'empêcher la tour d'arriver, eh bien la tour peut quand même venir protégée par la dame. De nouveau, les blancs ne peuvent pas échanger, sinon il y aurait tout simplement échec et mat également, parce que le fou empêche le roi d'utiliser sa case de fuite. Donc ils ne peuvent pas prendre, donc ils sont obligés de protéger cette tour, ce qui n'est pas simple du tout. Imaginons par exemple dame D2 en exemple. Et bien maintenant le plan des noirs c'est tout simplement d'essayer de dévier cette dame qui protège la tour. On peut continuer à l'attaquer, par exemple fou F4. Les blancs doivent rester en protection de cette tour, donc soit aller en C2, soit en E2, mais voilà, s'ils la protègent comme ça, et bien tout simplement on échange les dames, et la tour va se retrouver non protégée, et du coup on gagne la tour, en plus sur échec, donc les blancs n'ont même pas le temps de manger notre fou, donc ça va être archi gagnant, on a une qualité de plus. Donc ça ne va pas, ils peuvent pas vraiment redescendre leur tour, et donc Kirill Alexenko a tenté fou B4, bloque la colonne. Là, de nouveau, vous pouvez mettre en pause la vidéo pour essayer de chercher comment continuer avec les noirs. Il y a plusieurs coups qui semblent intéressants, il faut essayer de s'entraîner à les calculer, voir les différentes petites tactiques. Donc mettez en pause et nous on regarde ça tout de suite. Alors du coup, le coup joué dans la partie, ça a été tour prend B4. Pourquoi? Parce qu'on remarque qu'ici, la dame blanche est bien trop surchargée, elle protège les trois pièces à la fois, et donc en prenant le fou, on gagne une pièce parce que la dame reprend et on récupère la tour qu'on a sacrifiée. Et donc, on a récupéré notre pièce en moins. Et on va voir que cette position est gagnante pour les noirs, ça a été la suite de la partie. Mais vous vous êtes peut-être demandé, parce que en tout cas moi ça a été le cas, ici, tour B4 je trouvais ça intéressant,
Mais un coup qui me semblait encore plus fort, c'était le coup C5. Pourquoi C5? Eh bien parce que je me disais que le fou était cloué, parce que si les blancs prennent, bien justement, il y a le fameux mat du couloir dont on a parlé. Les pièces qui s'interposeraient ne seraient pas protégées, on pourrait les manger. Donc le fou peut difficilement partir, et en plus, on attaque aussi le cavalier. Donc on fait une fourchette, et de nouveau, le cavalier peut pas non plus partir, parce qu'il y a la dame derrière. Donc je me disais, avec C5, on gagne facilement une pièce. Mais en fait, ça ne fonctionne pas très très bien, ce coup. Parce que il faut voir la belle défense avec Dame 1. Dame 1, c'est quoi l'idée? C'est déjà, ils déclouent leur cavalier et surtout ils attaquent notre dame et sa dame est protégée par le fou. Si on échange les dames, eh bien ils sauvent leur fou. Il n'y a plus de thème de maths, alors on peut récupérer le cavalier, mais du coup là c'est des positions plutôt égales. Voir, faut faire attention parce que les blancs ont quand même ce pion qui est très très dangereux. Donc du coup ça serait pas très très pertinent. Si on revient... Alors après du coup ici, si on décide de ne pas prendre la dame mais plutôt de prendre la tour en se disant on va avoir du matériel en plus, parce que par exemple les blancs vont prendre notre fou et nous on prend le leur. Les blancs peuvent forcer la nulle en faisant le cavalier F5 pour sauver leur cavalier, menace mat en G7. Du coup, les noirs doivent parer ça et ils n'ont pas vraiment de défense à part F6. Mais là, du coup, on va pouvoir faire un échec perpétuel pour faire nul. Hein, donc les noirs n'arrivent pas à gagner ici. Alors, je reviens de nouveau. Donc ici, sur dame 1, si les noirs ne prennent pas la dame ou ne prennent pas la tour, qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre? On pourrait réfléchir à une idée mignonne qui serait tour prend B4 en abandonnant notre dame, parce qu'on se dit, s'il prend notre dame, on fait quand même le thème du mat du couloir. Parce que le fou contrôle toujours H2 et il peut pas interposer de pièces sans se les faire manger. Donc ça serait intéressant. Mais du coup, sur tour prend B4, là, les blancs pourraient juste faire, par exemple, tour E3, empêche les échanges de dames, et par exemple, dame prend D4, il récupère E5 derrière. Et c'est une position plutôt égale, parce que les noirs prennent le pion C4, on se retrouve à égalité au niveau du matériel, au niveau du nombre de pions. Les noirs doivent faire attention de ne pas se faire mater, par exemple les blancs peuvent continuer avec tour H5, menace mat, donc les noirs vont devoir défendre, et c'est une position un peu compliquée, mais qui risque de se terminer vers la nulle. Donc du coup, cette idée C5 est un coup très très intéressant. À notre niveau, ça fonctionnerait sans doute en partie, c'est très difficile de trouver les bonnes défenses avec les blancs, mais effectivement il y a le coup dame 1 qui est une bonne défense, et dans toutes les variantes ça donne pas énormément de choses avec les noirs, c'est toujours plutôt égal. Ce qu'a joué Dinh Liren est plus fort, il a joué ici tour prend B4, du coup, dame prend et dame D3. Il récupère donc sa pièce, mais avec en plus une bonne position d'attaque avec sa dame et son fou qui vont embêter le roi. On voit qu'il y a toujours des thèmes de mat du couloir, et en plus les blancs ont leur cavalier d'attaquer. Alors ça s'arrête pas tout de suite, parce que du coup ils peuvent faire cavalier F3, défend la case E1, donc si on fait par exemple dame D1, les blancs peuvent interposer par exemple leur dame et proposer un échange de dames. Donc ça ne donnerait rien, mais du coup Dinh Liren fait échec en F1, ce qui ne fait pas mat non plus, parce que le cavalier peut s'interposer en G1, et du coup le cavalier blanc est cloué, et donc Dinh Liren va essayer d'en profiter, ramener du monde à l'attaque pour attaquer cette pièce clouée, et menacer de la manger et de faire mat, donc il fait fou D4, pour juste aller récupérer le pion avec le fou. Et comme ça, les blancs font dame B8, échec, roi H7, la dame revient F4, et on prend le pion avec le fou bien sûr pour pas échanger les dames, et menacer mat en G1. Alors ça continue encore un peu parce que Alexenko peut avoir l'espoir peut-être de faire des échecs perpétuels avec sa dame, vu que le roi n'a pas énormément de cachette. Il joue donc dame F5, échec. Et on remarque ici qu'il faut jouer quand même précis avec les noirs, hein. Si on se recache derrière les pions, ça ne fonctionne pas, la position va se répéter, dame C8 échec, le roi vient en H7, et je reviens en F5, ça ne donne rien. Donc ça sert à rien d'aller en G8, du coup il vient en H6. En H6, il sort. Les blancs continuent à faire échec pour faire tenter l'échec perpétuel. Le roi s'en va, toujours échec, le roi continue à s'en aller, toujours échec, le roi continue à partir, toujours échec, et il se rapproche de son autre pion pour essayer de se cacher là-bas. Il y a encore échec, roi C5,
La dame continue à faire des échecs. Din Liren en profite pour manger un petit pion, ça coûte rien. Hein. Il a toujours les menaces de mat, hein, donc les blancs sont obligés de faire des échecs. Dame 4 échecs, roi B5, et là Letsenko a abandonné. Alors on pourrait se demander pourquoi, parce qu'on se dit bah oui mais il était bien parti pour faire des échecs perpétuels, pourquoi il continue pas, ça a l'air de bien fonctionner. Bah finalement c'est juste qu'au prochain coup il y aura plus d'échecs perpétuels. On peut remarquer que par exemple si les blancs font échec en F5, eh bien je me cache en B6 et il n'y a plus d'échecs de possible. La dame ne peut pas aller en B1, il y a la dame noire qui contrôle. Elle peut pas aller sur la diagonale noire, elle peut pas passer par derrière pour faire des échecs. Donc il n'y a plus d'échecs possibles et du coup on menace mat imparable. Et si la dame faisait échec en E5, qui est son autre case de possible, eh bien ici on irait en A6. Pas en B6 parce que là la dame pourrait peut-être passer par derrière et continuer à nous embêter encore un petit peu. Mais on irait en A6 et là on voit de nouveau il n'y a pas d'échec de possible hein, grâce à la dame noire qui contrôle toutes les cases blanches et la dame ne peut pas passer par derrière. Donc voilà, une belle fin de partie de Din Liren qui a su mettre la pression à son adversaire et le faire craquer, utiliser tous les petits thèmes, mat du couloir, clouage, etc. pour en profiter. Une partie assez compliquée quand même, j'espère que je vous ai pas perdu dans les combinaisons tactiques, elles étaient assez difficiles à calculer, mais je trouvais ça très joli, et du coup un thème très intéressant que je voulais vous montrer aussi avec cette partie, c'est l'idée de pousser voilà, ce petit pion H parfois, c'est assez intéressant, mais on voit que ça peut permettre de déloger une pièce qui défend le roi, déloger le cavalier, pour que notre fou contrôle la case H2, et donc on ait des thèmes de mat du couloir assez intéressants. Du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui et bah, je vous dis à demain pour parler de la dernière ronde du tournoi des candidats.